Vous avez la parole. Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, en adoptant cette proposition de loi sur l'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité, vous allez donner satisfaction à beaucoup. Je vous propose notamment de tenir ainsi l'une des promesses de François Hollande. Je vous propose également de répondre aux préoccupations d'Emmanuel Macron, expliquant, je cite, qu'il y a beaucoup trop de contrôle d'identité avec de la vraie discrimination. Répondre ainsi positivement aux deux derniers présidents de la République devrait en théorie assurer ici une majorité confortable à cette proposition de loi. Je pense cependant utile de finir de vous en convaincre. Emmanuel Macron avait en effet raison, il y a beaucoup trop de contrôle d'identité. Selon les sources, qu'elles soient issues des travaux parlementaires ou du Défenseur des droits, on les estime entre 5 et 10 millions par an. L'écart est grand, vous me direz, normal, comment faire autrement sans aucune traçabilité de cette procédure? Pointons la première anomalie. Il s'agit de la seule procédure à ne laisser ainsi aucune trace. Vous jetez un mégot dans le caniveau, vous stationnez mal votre véhicule, un document, un PV vous est laissé. Pour un contrôle pouvant en outre s'accompagner de palpations et de fouilles, parfois dégénérées, rien. Pourquoi trop de contrôle? Parce que dans le même temps, d'autres études, celle du CNRS, celle aussi diligentée par la Direction générale de la police nationale, à partir de 2 enquêtes de 6 mois en 2014 dans l'Hérault et le Val d'Oise, révèlent que moins de 5% des contrôles ont une suite policière ou judiciaire. Et encore, on inclut dans ce chiffre les suites judiciaires découlant du contrôle lui-même, du type outrage à agent. Cela signifie donc que 95% ne servent à rien, en tout cas pas à élucider une affaire. Je suis sûr que sur les bancs de la majorité, où on est si prompt à traquer les dépenses supposées superflues ou inutiles de l'État, l'idée d'une telle inefficacité doit alarmer en regard des moyens humains impliqués. Retenons donc que les contrôles sont trop nombreux, et que dans la quasi-totalité des cas, ils ne servent à rien. Venons-en à la deuxième partie de la phrase du Président de la République, que je fais également mienne, avec de la vraie discrimination. Là encore, il a raison. Il porte là une évidence que toutes les associations, collectifs, syndicats d'avocats, de magistrats que nous avons auditionnés dénoncent. Je ne citerai pas toutes les études, elles sont nombreuses, mais simplement la conclusion de celle demandée par le Défenseur des droits, qui conclut que 80% des personnes correspondant au profil de jeunes hommes noirs ou arabes déclarent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années, contre 16% pour le reste de la population. Cette discrimination est si flagrante, réelle, concrète, qu'elle n'a échappé ni à la justice, ni aux organisations internationales. La Cour de cassation a ainsi jugé dans une série d'arrêts du 9 novembre 2016 que ces contrôles d'identité discriminatoires relevaient d'une faute lourde, qui est une caractérisation judiciaire, ce qui engage la responsabilité de l'État. L'ONU, récemment, dans ses examens périodiques sur la situation des droits de l'homme dans le monde, a pointé du doigt la France pour profilage ethnique et contrôle au faciès. Je voudrais, chers collègues, vous faire toucher du doigt, au-delà de ces données incontestables, ce que cela signifie, car admettons-le ensemble, très peu ici ont l'occasion de connaître cette expérience. Je dis très peu car il en est sûrement quelques-uns. Par exemple, nous comptons un ami, un député européen, Younous Omarjee, qui arrive souvent à la gare du Nord lorsqu'il se rend à Paris. Et il m'explique que régulièrement, il y est contrôlé. Serait-ce parce qu'il n'est pas blanc? Je vous laisse répondre à cette question. Je voudrais également vous citer quelques-unes des réactions de personnes que nous avons auditionnées. Elles sont suffisamment fortes pour être citées telles quelles. Je cite: « Je n'ai pas forcément envie de me réveiller tous les matins en me disant que je suis noir, en me définissant par ma couleur de peau, mais comme un citoyen comme un autre, égal à un autre. Le contrôle au faciès me ramène à mon origine ethnique supposée. C'est contraire à l'idée que je me fais de la République. Un autre. Je ressens ces contrôles fréquents comme des cérémonies de dégradation humanitaire. Un troisième, enfin. Il faut savoir que parfois cela provoque dans la vie de tous les jours.
un retard à son travail, à son examen, à ses cours, et ce sans qu'aucun justificatif ne soit remis pour se faire excuser. Je vous appelle à une autre interrogation, chers collègues. Vous êtes dans le métro ou dans la rue et vous voyez des gens contrôlés. Le premier réflexe est toujours de se demander quel délit ont-ils commis. Et comme ces gens sont, on l'a vu le plus souvent, jeunes, perçus comme noirs ou maghrébins, ça s'insinue rapidement un autre réflexe. Pourquoi ce sont souvent ces gens-là qui nécessitent un contrôle? Voilà comment le contrôle au faciès, en plus d'être insupportable pour les populations qui en sont victimes, diffuse le racisme. Rappelons la bonne réponse. Dans plus de 9 cas sur 10, ils n'ont justement commis aucun délit, aucune faute, si ce n'est justement d'être perçus comme noirs ou arabes. Résumons de nouveau. Trop nombreux, ne servant à rien, donc coûteux, discriminatoires. Vient enfin une troisième conséquence. Le contrôle de police tous azimuts est, je cite la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Madame Christine Lazergue, je cite, « un abcès de fixation des relations police-population ». Dans de nombreux quartiers, il tend à l'extrême les rapports de la police, jusqu'à parfois, malheureusement, que cela débouche sur des violences que l'on sait. C'est donc aussi le consentement au maintien de la paix qui était ainsi affaibli. Puisque je parle de la police, je devancerai à l'avance les arguments de ceux, je les ai entendus en commission, qui s'opposent mordicus à ce récépissé. Il s'agirait en réalité, selon d'une loi anti-flic, d'une défiance généralisée envers elle. Bon, le tout venant souvent de ceux qui, par le passé, ont soutenu des gouvernements ayant supprimé 13 000 policiers ou gendarmes et rayé d'un trait de plume l'efficace police de proximité, prêterait à sourire si le sujet n'était pas suffisamment sérieux. Mais je m'adresserai donc aux policiers. Je vous sais, surtout justement dans les départements populaires, épuisés par vos conditions de travail, le stress, la fatigue. Je sais que la politique du chiffre vous hérisse. Je sais enfin, hors une minorité d'entre vous, que vous souffrez de vos rapports conflictuels avec les populations des quartiers populaires et du rôle que l'on vous y fait jouer. Justement, cette politique du contrôle d'identité, en est le syndrome. Faute de moyens nécessaires pour mener d'autres méthodes d'investigation, le contrôle est finalement la méthode d'investigation du pauvre. Je tiens à vous dire que là où des expériences de récépissés ont été menées en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, vos collègues ont tous noté une nette amélioration des rapports avec la population. En Espagne, le taux d'élucidation est passé de 6 à 17 % pour 3 fois moins de contrôles. À New York, entre 2011 et 2017, il a été procédé, là aussi de façon volontariste, à une baisse de 98 % des contrôles d'identité, et on observait dans le même temps la baisse de l'insécurité. Il y a donc une vie et de la sûreté après les contrôles. Ne voyez donc nulle défiance vis-à-vis des policiers en général dans notre proposition, mais le souhait de réviser un système qui ne marche pas et provoque des dégâts. Et le législateur, au nom de la société, est dans son droit lorsqu'il estime nécessaire une telle réforme. D'ailleurs, chers collègues d'En Marche, à l'heure où, par votre loi sur le droit à l'erreur, vous demandez à l'administration dans son ensemble, y compris fiscale, de faire la preuve de la mauvaise foi d'un éventuel contrevenant, il serait, vous en convenez, paradoxal qu'on ne puisse remettre en cause aucune des méthodes d'une administration dont les pouvoirs sont parmi les plus importants. Pourquoi le récépissé? Il ne réglera pas tout, nous le savons. Mais toutes les associations, syndicats, personnalités qui nous ont aidés dans l'élaboration de la loi disent son importance. D'une part, pour les personnes contrôlées, il permettra de réagir en cas d'abus discriminatoires. Avec l'aide d'associations, d'élus, des personnes pourront, par exemple, contester d'être contrôlées plusieurs fois par semaine, parfois par les mêmes policiers, sans que le motif soit jugé suffisant. Devant l'IGPN, dont on connaît les limites en termes de facilité pour justement aller déposer plainte, mais aussi devant la justice, puisque le récépissé fera foi devant celle-ci. C'est au fond un moyen de faire respecter l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Pour la police, il sera l'occasion de s'interroger sur le motif du contrôle, de cesser de le banaliser. Pourquoi contrôle-t-on cette personne? En rapport avec quelle investigation? Ce qui ne peut améliorer que l'efficacité. Notre article de loi, pour commencer, prévoit de modifier l'article 78.2 du Code pénal, qui fait reposer sur des motifs plausibles
le droit de procéder à un contrôle. Nous demandons qu'il réponde à des raisons objectives et individuelles, parce qu'on comprendra que cela peut découler d'un contexte global, mais effectivement d'une raison, de l'éventuelle implication individuelle et directe de la personne contrôlée. Je terminerai sur une chose. Nous avons été raisonnables. Vous proposons de procéder à une expérimentation donc peu coûteuse qui permettra de juger en l'espèce, dans un an, de l'efficacité ou pas de ce contrôle. Pour toutes ces raisons, j'attends de vous, chers collègues, que vous nous étonniez ce soir en ne votant pas à la motion de rejet que vous avez préparée, mais au contraire, en votant pour cette PPL, faisant ainsi démentir tous ceux qui vous croient incapables de voter pour une proposition de France Insoumise. Merci. Monsieur Coquerel. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous débattons donc d'une proposition de loi déposée par les députés membres du groupe La France Insoumise qui a pour but principal de prévoir une expérimentation d'une durée maximale d'1 an dans des communes qui seraient candidates, consistant à délivrer un récépissé aux personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité. Ce texte propose